Bonjour à tous, je suis Marie, la fondatrice d'Omum, et je vous propose de nous retrouver une fois par mois dans ce nouveau format où nous partageons autour des sujets de la maternité. Nous partageons des initiatives qui nous tiennent à cœur, par exemple, ou des rencontres avec des professionnels, des témoignages de mamans, ou simplement le partage de notre manière de vivre la maternité au sein de l'équipe Omum. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Instant Maternel. Aujourd'hui, je reçois Sophie Grebeau, accompagnante en périnatalité et parentalité. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors tout d'abord, pour éclairer un petit peu toutes celles qui nous écoutent, qu'est-ce qu'une accompagnante en périnatalité ou en parentalité ? Quel est son rôle ? Comment vous êtes arrivée là ? Racontez-nous un peu. Alors, mon parcours, je suis infirmière puéricultrice. Oui. J'ai d'abord travaillé à l'hôpital pédiatrique. Et ensuite, je me suis tournée vers notre emploi au sein de la PMI, qui fait l'accompagnement à la parentalité au sein du département. Et par la suite, quand il y a eu mes enfants, j'ai trouvé que j'avais de grands manques professionnels. Et donc, j'ai fait d'autres formations pour proposer un accompagnement plus global aux familles. Et donc j'accompagne la parentalité avec des outils comme le massage bébé, des consultations en allaitement maternel, un accompagnement autour de la communication non violente quand l'enfant grandit et que ça se complique un petit peu, des ateliers portage pour les familles, mais aussi pour les professionnels. Voilà, des soins de massage pour les mamans qu'on appelle le soin rebozo. Voilà, globalement, donc je suis là pour accompagner les parents dans leur parentalité avec des outils particuliers. Voilà, et je me sers beaucoup de mon expérience aussi de plus de 20 ans maintenant. D'accord, voilà. Super. Et justement, parmi tous ces outils, je retiens le portage. Alors, pourquoi le portage ? Pourquoi aujourd'hui on le voit revenir, hein, on voit souvent des mamans et des papas porter leur enfant devant eux ou dans leur dos. D'où ça vient ? J'imagine qu'il y a longtemps déjà qu'on porte les bébés. Et moi, au cours de mes voyages, j'ai vu de nombreux bébés portés. Voilà, qu'est-ce que le portage pour vous ? Qu'est-ce que ça représente ? Alors, le portage, c'est un vaste sujet parce qu'on porte un enfant avec ses bras, avec un porte-bébé, on le porte aussi avec le regard, etc. Mais pour ce qui est du portage, au sens propre, porter l'enfant dans les bras ou dans un dispositif de portage, ça a existé depuis toujours parce que c'est aussi ce qui a permis la survie de la race humaine. On ne laissait pas les bébés dans les grottes tout seuls, hein, ils étaient toujours à proximité de l'adulte. Et en fait, le portage a disparu, en tout cas en France, avec l'arrivée des routes et du landau. D'accord. Où on a commencé à éloigner l'enfant en fait du corps de l'adulte et notamment de la mère. Et donc le portage a disparu au profit des poussettes, des landaux, avec aussi l'hygiénisme où il ne fallait pas embrasser les enfants pour ne pas leur transmettre des virus, ils étaient mis en nurserie, en maternité, etc., etc. Voilà. Et là, il y a un retour en arrière où effectivement, on réalise que le portage, il est nécessaire à la construction du petit humain. Le bébé a besoin de proximité pour se sentir en sécurité et du coup pour bien se développer, que ce soit au niveau physique ou psychique. Et donc le portage lui apporte ça, la proximité et donc le sentiment de sécurité qui va découler sur l'estime de soi, la confiance en soi, etc., etc. Et aujourd'hui, il y a énormément de recherches, notamment avec Catherine Guéguen, qui est assez médiatisée et qui va amener des réponses scientifiques aux besoins de proximité de l'enfant et donc le portage répond à ce besoin-là, quoi. D'accord. Voilà. C'est vrai que moi j'avais une image qui m'avait marquée quand moi aussi je portais ma fille plus petite, c'est que le bébé humain il naît complètement immature par rapport aux autres mammifères. Par exemple un petit poulain, un petit lionceau, voilà, un quart d'heure, 3 coups de lèche de maman, il se met déjà sur ses pattes et il est capable de suivre sa mère pour aller se mettre à l'abri ou quoi, alors qu'un bébé humain, quand il naît, il met un certain nombre de mois à pouvoir atteindre ce niveau de développement.
Et effectivement, Oui, c'est d'autant plus important, on m'avait expliqué à l'époque, et je le comprends bien maintenant, mais de maintenir la proximité avec le petit humain jusqu'à ce qu'il atteigne le même niveau de maturité que les autres bébés mammifères, c'est ça? c'est ça. C'est le mammifère le plus immature de tous les mammifères. Le bébé à la naissance, il est à 25% de sa taille adulte du cerveau. D'accord, Et le singe, qui est le mammifère le plus proche de l'humain, lui, il est à 45% de sa taille adulte du cerveau à la d'accord. naissance. Donc, et tous les autres mammifères, ils sont à 80%. Donc effectivement, un poulain, très peu de temps après, il va être debout et il va pouvoir suivre sa mère. Donc il n'a pas besoin d'être porté. Le Oui. petit humain, on dit qu'il lui faut 9 mois pour démarrer le déplacement autonome. Alors évidemment, c'est une moyenne, mais c'est globalement le temps qu'il faut à l'enfant pour arriver à se déplacer à quatre pattes, aux alentours Mhm. des 9 mois. Donc, tant qu'il ne sait pas se déplacer de façon autonome, forcément, il a besoin d'être porté. C'est une nécessité physiologique. Voilà. D'accord. Donc, on dit que l'enfant, le petit humain, a besoin d'être porté pendant 9 mois. Et après, il en a moins besoin puisqu'il va pouvoir commencer à se déplacer. Du coup, à être moins vulnérable, à pouvoir aller chercher de l'aide s'il est en danger, même s'il est encore petit, mais il peut se déplacer. Avant ça, il est totalement vulnérable et totalement dépendant de l'adulte pour survivre. C'est ça. Donc l'enfant, on dit, a besoin d'être porté au moins 9 mois. Quoi. D'accord. D'accord. Et aujourd'hui, donc les outils qui sont à notre disposition pour porter bébé, à part les bras, bien sûr, Mm, pour les porter sur le plus long terme ou pour continuer, par mm, exemple, pour une maman, et c'est bien pratique, à vaquer à ses c'est ça. occupations, Mm. quels sont-ils? Alors, il y en a beaucoup. Alors, effectivement, le premier outil, c'est les bras, mais maintenant, les familles sont assez isolées. Hein, on ne vit plus Mm. en grande famille ou en communauté. Euh, donc, effectivement, avec l'enfant dans les bras, on est vite coincé pour toutes les choses qu'on a à faire. Donc, il existe des dispositifs de portage. Et après, il y en a qui sont physiologiques, d'autres qui ne sont pas physiologiques. Alors, C'est qu'est-ce un peu qu'on ça appelle le physiologique? souci. Alors, un dispositif de portage physiologique, c'est un dispositif de portage qui va respecter la physiologie du corps du porteur Mhm. et du corps de l'enfant. D'accord. Et on fait particulièrement attention à respecter la physiologie du corps de l'enfant parce que le corps est immature, notamment au niveau du dos, de la colonne vertébrale, des disques intervertébraux, donc il faut y faire attention. Et en fait, quand on parle d'un portage physiologique, globalement, c'est un portage qui va permettre à l'enfant de s'enrouler, c'est-à-dire de retrouver la position fœtale, d'avoir le dos arrondi Mhm. et les genoux bien remontés, comme quand on met un nouveau-né sur sa poitrine, où l'enfant va remonter ses genoux, il va se mettre en boule. Ça, c'est un portage physiologique. D'accord. Donc, le signe d'un bon portage, c'est l'enfant qui a le dos arrondi, les genoux bien remontés, avec les fesses beaucoup plus basses que les genoux. D'accord. Ça, c'est le signe d'un bon portage. Et donc, un dispositif de portage physiologique, il va permettre cette installation-là. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, avec des dispositifs qu'on appelait avant kangourou, hein, où en fait l'enfant est suspendu dans ce porte-bébé. C'est les porte-bébés classiques où les jambes sont droites et pendent. Mhm. Où là, ça ne respecte pas la physiologie au niveau des hanches, la circulation n'est pas bonne au niveau des jambes, et puis le dos n'est pas du tout confortable pour l'enfant, ça fait des chocs au niveau des vertèbres. Donc pour l'enfant, c'est pas confortable, et pour le porteur non plus. En général, ça tire au niveau des épaules, au niveau des lombaires. D'accord. Et au-delà de dire que le bébé est vulnérable et qu'il a besoin d'être porté, d'être au contact de l'adulte, plus concrètement, qu'est-ce que ça lui apporte? C'est d'entendre le souffle de sa mère, la voix, ça apaise son rythme cardiaque. Qu'est-ce qui se passe et qui est bénéfique au bébé avec ce... Alors, c'est pas un pot à pot parce qu'il y a des vêtements, il peut y avoir des couches de tissu entre, hein, mais avec cette proximité de ce corps à corps, en fait. L'enfant, il va retrouver quand même, il va être très près du corps, donc il va retrouver, être très près de l'odeur de la mère qu'il Mhm. connaît. Et l'odorat est très présent chez le tout petit, donc ça va le rassurer. Et un bébé rassuré, c'est un bébé qui pleure moins Mhm. et qui est plus détendu dans son corps. Donc il retrouve l'odeur, il retrouve aussi le rythme cardiaque, qu'il Oui. connaît bien puisqu'il a connu in utero. Euh, le fait qu'il est très serré, il est très contenu, donc Mhm. ça le rassure aussi, hein, c'est vraiment très très important, ça lui apporte une contenance qui va rassurer au niveau physique et psychique l'enfant. Et ensuite, l'enfant, il est à hauteur, c'est-à-dire qu'on le porte assez haut sur le corps. Mhm. Du coup, il est au cœur de tous les échanges, des échanges verbaux, sociaux, familiaux, donc pour grandir, pour découvrir et pour apprendre, c'est
quand même beaucoup mieux d'être au cœur de toutes ces interactions plutôt que dans un transat en bas avec vue sur le plafond. Ça lui permet, quand il est en hauteur par exemple, de voir les lèvres des adultes, en tout cas des personnes qui parlent, et on sait que l'enfant observe le mouvement des lèvres et ça participe au développement du langage. Le fait qu'il soit en hauteur et que l'adulte, comme il a les mains libres, il peut vaquer, donc il bouge. Et ça, en fait, ça stimule le système kinesthésique de l'enfant, le système vestibulaire, c'est-à-dire le système de l'oreille interne. Il est obligé d'adapter son corps et tous ces systèmes-là au mouvement. Et du coup, ça va participer aux acquisitions motrices. Ce sont des enfants qui auront un meilleur équilibre et qui auront des acquisitions motrices comme la marche, le quatre pattes, pas forcément plus précoces, sauf s'il est très porté, mais en tous les cas très solide. Voilà, donc ça participe aussi à ça. Voilà. Ensuite, c'est un enfant, quand il est à hauteur et à proximité sur le corps, il est plus protégé par rapport aux microbes, notamment sur les périodes hivernales d'épidémie. Oui. Il est plus à hauteur par rapport au pot d'échappement, par exemple. Les personnes extérieures vont moins se permettre d'aller venir le caresser avec leurs mains pleines de microbes quand l'enfant est contre le corps de l'adulte. C'est un petit peu plus intrusif. Donc, ça le protège aussi par rapport à tout ça. Et le fait qu'il soit en corps à corps, il a une meilleure régulation thermique. Oui. Donc, moins de risque de déshydratation en cas de canicule et moins de risque d'avoir froid quand il est en corps à corps, évidemment, contre un adulte. C'est tout bénéfice, quoi. Il n'y a que des bénéfices. Voilà. Et c'est pas exhaustif, mais voilà, c'est quand même, ça fait quand même déjà beaucoup de choses où vraiment l'enfant est à sa place. Voilà. Et pour le parent, égoïstement, quels sont les bénéfices pour le parent ? Alors, pour le parent, déjà, ça lui permet de répondre aux besoins de son enfant, de proximité, et déjà d'avoir un bébé qui pleure moins, qui est plus serein, qui est plus détendu. Donc ça, c'est quand même déjà important, de sentir son bébé détendu, puis d'avoir moins de pleurs. Et surtout, il se sent moins esclave parce que il a ses mains qui sont libres. Oui. Donc, du coup, il y a moins de frustration. Je réponds aux besoins de mon bébé et en même temps, je réponds aussi à mes besoins qui sont d'aller peut-être me promener, de m'occuper des autres enfants, de faire mon ménage, ma cuisine, de pouvoir aller me promener dans un endroit où il y a beaucoup de monde sans être embêté par la poussette. On protège mieux l'enfant comme ça. Donc, c'est quand même un outil de liberté pour le parent qui est, à mon avis, pas négligeable. Et ça respecte le corps de l'adulte, du porteur. Donc, le parent n'a pas mal au dos. Voilà, c'est sans fatigue. Pas de tendinite de bras et pas de douleur au dos. Et même les personnes qui ont des hernies discales peuvent porter leur bébé. Et qu'elles sont même soulagées parce que ça induit une bonne position. D'accord. Du dos. Voilà. Et on peut porter un bébé dès la naissance ? Dès la naissance. D'accord. On va porter un bébé dès la naissance et on va le porter jusqu'à ce qu'on n'ait plus envie ou jusqu'à ce que l'enfant n'ait plus envie. Voilà, évidemment, on va le porter beaucoup au tout début. Et puis plus il grandit, moins il va être demandeur. Mais ça, c'est très variable selon les besoins des enfants et puis le choix des parents de porter plus ou moins longtemps. D'accord. Il n'y a pas de règle. Mais alors, pour des parents néophytes, c'est très technique, la mise en place de l'écharpe. Donc, qu'est-ce que vous conseillez ? Il faut se faire accompagner, j'imagine, parce que toutes les écharpes qu'on trouve dans le commerce viennent avec un mode d'emploi. Mais c'est quand même assez technique. Et souvent, enfin, moi, par expérience personnelle, les premières fois, on a peur de faire tomber son bébé. Parce que, hop, je le mets là, je le balance dans mon dos. Et qu'est-ce qu'il fait après dans mon dos ? Qu'est-ce qui se passe avant que j'ai noué la ceinture ? C'est assez impressionnant. Donc... quels conseils vous pourriez donner ? Alors déjà, il faut bien choisir le dispositif de portage, parce que comme ça revient un petit peu à la mode, il y a de tout et tout n'est pas bon, notamment dans les qualités des tissus aussi. Donc déjà se renseigner auprès de personnes qui sont formées au portage pour savoir un petit peu si on va porter beaucoup ou pas, pour être conseillé sur quel dispositif choisir. Donc il y a l'écharpe, mais il y a d'autres dispositifs comme le sling, qui est comme une écharpe, mais il n'y a pas de nouage à faire, ce sont des anneaux. Et ensuite, il y a des dispositifs qui sont un mix entre les classiques, je vais dire une marque, mais genre pas Bjorn, les kangourous classiques d'autrefois,
et un dispositif physiologique qui va permettre donc d'écarter les hanches et de bien remonter les genoux du bébé, qui sont des dispositifs, un mélange entre l'écharpe et ça, comme le Manduka, l'Ergo Baby, ce genre de choses, mais qui sont moins physiologiques que l'écharpe. Donc, le plus physiologique, c'est l'écharpe et le sling. Et pour les personnes qui ont vraiment très peur ou qui ne le sentent pas du tout, voilà, il y a d'autres dispositifs physiologiques qui sont avec des clips. En fait, il n'y a pas de nœud, il y a des clips. Ce qui peut parfois rassurer, mais qui n'est pas plus sécure, mais qui peut rassurer. Mais qui, même s'ils sont vendus pour un usage dès la naissance, ne sont pas parfaitement adaptés dès la naissance, mais uniquement à partir du moment où l'enfant tient assis. Donc déjà, aller voir quelqu'un, effectivement, pour essayer, pour découvrir, voir concrètement à quoi ça ressemble, un sling, un manduka, etc. etc. Pour bien choisir et pas se tromper, parce que c'est un coût financier quand même. Donc le mieux, oui, c'est d'aller voir quelqu'un pour se faire conseiller. Oui. Parce qu'on trouve beaucoup sur Internet de tutos. Il y a des modes d'emploi dans les dispositifs, mais rien ne vaut la pratique avec le bébé et accompagné avec quelqu'un qui va rassurer et qui va corriger, parce que un genou pas assez remonté de quelques centimètres, ça suffit pour que le bébé soit mal installé. Donc c'est quand même bien de se faire accompagner et pour pouvoir être sûr de l'installation, et puis pour vérifier et apprendre les conditions de sécurité quand même aussi. Voilà. Et dans ces conditions-là, je n'ai jamais rencontré d'accident, de chute d'enfant, jamais. D'accord. Jamais. D'accord. Mais c'est bien de le faire avec quelqu'un. D'accord. C'est sûr. Et je vais rebondir sur quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure. Là, on disait que le fait que le bébé soit bien serré, ça lui apportait une contenance. Ça fait écho avec le rebosso qu'on a cité tout à l'heure, qui lui vise à s'occuper de la maman, de la jeune maman, mais pas que, peut-être, vous allez nous expliquer ça, parce qu'on pense souvent au bébé, mais voilà, la maman aussi vient de vivre un bouleversement physique et psychologique, et donc le rebosso, expliquez-nous un peu ce que c'est. Alors le rebozo, c'est un tissu mexicain. Ça vient du Mexique. Donc c'est un tissu en coton. Et au Mexique, il sert à apporter les enfants, mais à apporter le bois, à apporter les courses. Il sert de châle. Voilà, c'est le foulard à tout faire. Voilà. Et donc, il sert aussi à faire un rituel qu'on appelle donc le rituel du rebozo, et que donc je pratique et qui se pratique en France. Avec ce tissu-là, en fait, on va s'en servir pour serrer, pour proposer une contenance, et là pour le coup à la maman. D'accord. Donc on peut porter un enfant avec un rebozo, mais le rituel rebozo pour la maman, c'est un rituel qui se fait de femme à femme, et qui vient serrer, et en serrant qui vient fermer quelque chose. Donc il y a beaucoup de mamans qui le font après leur dernière grossesse ou après une grossesse, mais ça peut être aussi quand une femme veut clore quelque chose dans sa vie, un divorce, une rémission d'une maladie, un changement de vie, etc. Elle a envie de fermer un chapitre de sa vie pour en ouvrir un autre. Et là, ce rituel intervient à ce moment-là, où il y a deux praticiennes qui vont accueillir la femme. Donc on est vraiment dans l'écoute, dans l'accueil de cette femme. Et on va lui proposer donc ce rituel qui consiste à démarrer par un massage à 4 mains pendant 1 heure du corps donc, de la femme. Ensuite, on va lui proposer un moment de sudation. Donc, on va la couvrir et elle va avoir très chaud. Et là, souvent, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Ensuite, on va lui proposer un bain avec des plantes particulières aussi. Donc, ça va être vraiment un soin qui est basé sur la chaleur. Donc elle va avoir ce bain accompagné, où là aussi souvent il y a beaucoup de choses qui sortent avec la parole. Et ensuite on va serrer le corps en 7 points avec le rebozo, où donc chaque praticienne est d'un côté de la maman ou de la femme, et on va serrer le corps à plusieurs endroits, pour apporter cette contenance-là, et qui rappelle aussi les contractions qu'on peut avoir au moment d'un travail et d'un accouchement. D'accord. Voilà, donc c'est un soin qui est long.
C'est vraiment un rituel où on essaye d'y apporter du sacré et pour que vraiment ça ait du sens, quoi. Voilà, que la femme en ressorte avec quelque chose de particulier. Voilà. D'accord. Voilà, c'est d'une grande richesse et je crois que c'est un soin qui nourrit autant les praticiennes que la femme qui est accueillie. Que la femme qui est accueillie. Et c'est un soin qu'on peut pratiquer après une grossesse, même si on désire d'autres enfants derrière? Bien sûr. D'accord. Ouais. Oui, ça vient fermer le passage de l'enfant qui est passé là. Hein. On va refermer le bassin, mais voilà. Après, il peut y avoir d'autres grossesses. C'est vraiment... il peut y avoir des tas de raisons pour lesquelles une femme ait envie de ce rituel-là. Et puis, voilà, même si effectivement c'est pas une dernière grossesse, cette grossesse-là, elle est terminée. Et voilà, elle vient fermer le passage-là. Ensuite, on le fait pas tout de suite après un accouchement. Hein, on attend un petit peu, au moins 2 mois. D'accord. Voilà, et on attend encore un peu plus si la mère allait. D'accord. Mais voilà, après c'est du cas par cas et il y a beaucoup d'échanges avant de faire ce soin-là. C'est pas un soin esthétique, c'est pas un modelage. Ah oui, non. Tout simple. Voilà. Non, rien à voir. Ça fait envie. Ça marche aussi quand on a accouché il y a 5 ans, 6 ans. C'est pour toute la vie. C'est pour toute la vie. Avec ma collègue, on a accueilli des femmes qui partaient à la retraite, par exemple. Qui terminaient leur vie professionnelle et voilà, c'était une nouvelle porte qui s'ouvrait à elles, donc elles avaient envie. Voilà, il y a vraiment... tout est ouvert, quoi. D'accord. Ouais, c'est super. Ouais. Super. Eh bien, merci pour cet échange, Sophie. On est ravis d'avoir pu avoir toute votre vision, voilà, tout ce que vous pouvez apporter aux jeunes parents, mais pas que, on vient le voir avec le rituel du rebozo. Est-ce que vous avez d'autres messages à faire passer à nos auditrices qui sont bien souvent femmes enceintes en train de vivre une grossesse, une première ou une deuxième grossesse ou jeunes mamans? Des messages, il y en aurait plein, mais s'il y en a un qui est important, je pense que c'est que chaque femme prenne soin d'elle, qu'elle s'autorise à ça, à prendre soin d'elle, à se faire entourer, à demander de l'aide, voilà, pour que la solidarité entre femmes se développe et puis d'aller chercher vraiment ces aides-là et pour que chaque femme soit convaincue qu'elle a plein de compétences et que les femmes et les mères savent ce qu'il faut faire. Il faut juste qu'elles en soient convaincues. Parce que c'est quelque chose qui manque beaucoup et que ça sera bien que ça change. Voilà. Ouais, c'est tellement vrai et tellement beau. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toutes d'avoir écouté ce podcast L'Instant Maternel et on vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau sujet. Au revoir. Au revoir.